Bonjour à tous. Merci de l'accueil, Madame la mairesse, Madame Bélanger. Alors, aujourd'hui, Montréal, encore cette semaine, se maintient au Palier Rouge, un plateau pour lequel on avait eu un petit soubresaut il y a peut-être une semaine et demie, et qui est redevenu, pour lequel il y a eu une petite baisse par la suite. Donc, on a en moyenne 270 cas quotidiennement. C'est une transmission communautaire soutenue. La majorité de nos cas nous proviennent de la communauté. Ce qui se passe dans les milieux de soins, ça représente 4% de nos nouveaux cas. Et lorsqu'on enquête sur la source d'acquisition, près de la moitié des nouveaux cas ont acquis le virus soit au niveau domiciliaire, donc c'est 42%, et une grande partie aussi auprès de contacts déjà connus comme des amis dans des contextes non pas liés au travail. On a un taux de reproduction qui est passé depuis la semaine dernière, qui est repassé sous la barre du 1, donc c'est quand même encourageant. Ça nous indique que les gens ont moins de contacts. Et au niveau des hospitalisations et soins intensifs, le système de santé est quand même sous tension, mais les modélisations n'anticipent pas pour Montréal pour le moment de dépassement de la capacité. Au niveau des éclosions actives, une légère baisse. Nous suivons actuellement 254 éclosions. Et autres faits encourageants, ce sont pour la grande majorité de petites éclosions, vraiment de petite taille, souvent moins de 10, sinon moins de 5 cas. Nous avons 109 éclosions en milieu de travail, seulement 2 de plus de 10 cas, 74 en milieu scolaire, 13 de plus grande envergure, 21 petites éclosions en service de garde et 40 éclosions dans les milieux de soins. Et c'est toujours ces éclosions-là qui sont beaucoup plus préoccupantes et pour lesquelles nos équipes, ainsi que celles des CIUS et des établissements, travaillent de manière beaucoup plus intensive. Le message, évidemment, et ce sur quoi on parle beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment la période des fêtes. Évidemment, la période des fêtes va être très différente et probable de ce à quoi on est habitué dans les années passées. Le gouvernement a quand même donné des balises assez claires qui vont nous permettre quand même de célébrer en famille. Je veux reprendre ces balises-là et mettre de l'emphase sur l'importance du qu'est-ce qu'on fait avant le 4 jours, pendant le 4 jours de festivités et après, et pourquoi c'est important, les mesures et les balises qui nous sont données à ces 3 moments. Donc, l'idée, si on prend pendant ces 4 jours-là, évidemment, on a la balise où on essaie même si c'est 4 jours, c'est pour donner de la latitude aux gens, mais c'est 2 fêtes ou 2 événements et maximum 10 personnes. Un peu l'expression en anglais, less is more, là. Je pense que moins on en fait, mieux c'est. Donc, évidemment, les pratiques durant ces 4 jours-là, on vous demande, dans des contextes sociaux et en famille, on a souvent tendance à relâcher les mesures et on a de la pression sociale, des fois, de la famille à danser, chanter ou faire autre chose. Non, on essaie de maintenir le 2 mètres. On essaie de protéger nos aînés, donc on peut même porter le couvre-visage à des moments précis si on sait qu'on risque de ne pas être capable de maintenir la distanciation. Et je demanderais aussi qu'on porte une attention toute particulière à nos travailleurs de la santé ou à des gens qui ont à côtoyer par la suite des personnes plus vulnérables. Donc, on doit aussi les protéger. Et si vous avez des symptômes, si vous avez été en contact avec un cas où la santé publique vous a appelé, évidemment, vous ne participez pas à des fêtes durant ces journées-là, même si on donne une certaine permission. Le avant est aussi important parce que plus on arrive collectivement à baisser le nombre de cas, mais aussi cette période, je dirais, tampon, où on va réduire collectivement nos contacts sociaux, les écoles vont être fermées et le plus possible, on le sait qu'il y a des travailleurs essentiels, mais les gens vont être en télétravail. C'est sûr qu'à ce moment-là, on se donne toutes les chances pour ne pas amener de virus dans nos fêtes. Et après, c'est la même chose. On demande aux gens, après ces 4 jours-là, de rester en famille. Vous pouvez faire des activités, évidemment, et profiter, puis Madame la mairesse pourra vous en parler, donc profiter de l'extérieur et d'activités. Et encore, lorsque c'est possible, le télétravail va être mis de l'avant et nos écoles vont être fermées.
Petit message en lien avec l'hiver. On a beaucoup d'appels ou de commentaires. Je tiens à spécifier que même si on porte le foulard, une écharpe ou un cache-cou, ça ne remplace pas le couvre-visage en termes d'efficacité. Et ça, plus la littérature et les études l'ont bien démontré. Donc, lorsqu'on est, par exemple, en transport en commun, évidemment, c'est le couvre-visage. C'est la même chose avec les gants d'hiver. C'est pas parce qu'on porte des gants que lorsqu'on sort de l'autobus ou d'un commerce, etc., on se lave les mains encore, c'est encore indiqué, donc ne pas baisser la vigilance. Et dans les transports en commun, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut manger? On voit des gens manger, ce n'est pas recommandé parce qu'évidemment, le 2 mètres n'est pas toujours respecté et lorsqu'on enlève notre masque, on met les autres à risque, évidemment. Quelques mots sur les tests. C'est quand même positif de ce côté-là. On a une très bonne participation. Donc, on avait eu une baisse là en novembre, mais on a quand même une bonne participation au dépistage. Nos taux de positivité baissent de manière générale, sont passés sous la barre du 5 4,6 pour la région de Montréal et presque dans tous les quartiers. On a pu les taux là, dans certains quartiers qui allaient jusqu'à 15, 11 On a quand même encore quelques quartiers chauds. Parc Extension, La Salle, Snowden, Rivière-des-Prairies et maintenant Saint-Léonard qui a eu une petite hausse pour lesquels on invite évidemment la population à aller se faire dépister. C'est encore les mêmes critères, des symptômes. Les gens, si vous avez des symptômes d'allure grippale, mal de gorge, maux de tête aussi, n'hésitez pas à y aller si vous avez été évidemment en contact ou dans un contexte d'éclosion. Et j'aimerais souligner, parce quand on regarde nos données, on se rend compte que le délai moyen entre l'apparition des symptômes et le temps, le moment où les gens vont se faire dépister, c'est pas le résultat, c'est en moyenne 2,5 jours. C'est quand même un temps important où on pourrait agir plus rapidement. Donc, dès que vous avez un symptôme, si votre enfant, si juste avant de travailler, vous avez mal à la gorge depuis la veille, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. C'est pour vous. Puis souvent, avec l'hiver, on se dit, ah non, c'est pas si grave, mais on a quand même plusieurs cas où les symptômes, surtout chez les jeunes adultes ou les plus jeunes, chez qui c'est des symptômes pas assez anodins qui peuvent passer inaperçus. Donc, soyez sensibles à cela. Et le dernier message par rapport aux tests, il n'est pas indiqué dans vos préparatifs du temps des fêtes d'aller vous faire dépister avant d'aller célébrer. Ce n'est pas une pratique que l'on recommande. Si vous êtes asymptomatique, ce n'est pas indiqué. Évidemment, on a une capacité de test et dans le contexte actuel, on veut évidemment aller chercher le plus de cas positifs. Il y a des chances, évidemment, d'avoir plus de tests faux positifs et c'est une fausse réassurance que de penser qu'un test négatif durant une fête explique que vous n'êtes pas en train d'incuber un virus. Finalement, donc les semaines à venir vont être assez cruciales pour nous permettre de pouvoir célébrer en toute sécurité. Comme je disais, plus on arrive collectivement à baisser notre nombre de cas avant les fêtes et à mettre cette semaine tampon, moins on a de chance, évidemment, là, pendant ces 4 jours-là et la période des fêtes, d'amener de la transmission. Et évidemment, ça va nous permettre de réduire l'impact de ce petit cadeau qu'on s'offre collectivement sur le mois de janvier et sur ce qu'on va avoir comme peut-être recrudescence de certains cas au mois de janvier. Donc, on a besoin évidemment d'être solidaire et de travailler très fort au cours des prochaines semaines pour évidemment que ce plateau-là prenne une tangente vers la baisse. Merci. Madame Bélanger. Docteur Drouin, Madame Plante, Madame la mairesse. Alors, comme à l'habitude, aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations en lien avec le réseau de la santé et services sociaux montréalais. Alors, aujourd'hui, nous avons 207 patients hospitalisés, dont 29 en soins intensifs. Ce que je veux porter à votre attention, c'est que contrairement au message qu'on vous donnait dans les dernières semaines, ce qu'on observe, c'est que depuis le mois de septembre, on a une montée constante et pour la première fois, nous avons franchi la ligne du 200 patients hospitalisés. Donc, 207 patients exactement hospitalisés dans l'ensemble des hôpitaux montréalais, dont 29 en soins intensifs.
Alors, vous ne serez pas surpris que je vous dise que la situation est de plus en plus préoccupante dans les hôpitaux, surtout à l'approche du temps des fêtes, parce qu'on sait que, historiquement, la période des fêtes, c'est toujours une période où il y a l'arrivée des mois d'hiver, une période où il y a plus d'achalandage dans les hôpitaux. Alors, les 200 patients que je viens de vous montrer s'ajoutent à la pression habituelle qu'on vit dans les hôpitaux à cette période de l'année. Alors, comme le premier ministre l'a mentionné dans son point de presse, rien n'est acquis. Et je pense que, comme le disait Dr Drouin, si on veut avoir une période des fêtes selon les lignes directrices du Québec, il va falloir vraiment faire attention parce que ce qu'on observe actuellement dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est qu'il y a quand même une augmentation. Et ça nous fait peur parce que vous savez qu'on doit aussi donner des congés aux travailleurs de la santé durant cette période des fêtes. Donc, et bien sûr, c'est des congés bien mérités, mais ça va s'accentuer en termes de disponibilité des ressources au cours du mois de décembre. Alors, donc, un rappel sur l'importance vraiment d'un effort collectif. Je voudrais aussi vous parler des résultats en lien avec la vaccination. Actuellement, sur Montréal, dans les différentes cliniques, il y a près de 100 000 plages horaires qui sont octroyées, à peu près 25 000 qui sont encore disponibles. D'autres vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Donc, pour ce qui est des groupes prioritaires, je pense que l'accès se déroule quand même assez bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les pharmacies locales, plus de 350 pharmacies à Montréal là, qui offrent des services de vaccination contre la grippe saisonnière, là, bien sûr. Alors, et peut-être aussi mentionner, le CIUS de l'Est sera en mesure d'ouvrir là, plus de 25 000 plages horaires là, aussi dans les prochains jours. Alors, un petit rappel pour les groupes prioritaires, les personnes âgées de 75 ans et plus pour la vaccination de la grippe saisonnière, les enfants de moins de 6 mois et plus, et les adultes vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes du 2e et du 3e trimestre. Alors, donc, ça complète ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Faisons bien attention, les hôpitaux commencent à se fragiliser et on le voit, là, plusieurs programmes opératoires sont de plus en plus serrés. On voit certaines annulations, là, faute de place, manque de main-d'œuvre. Alors, faisons bien attention. C'est plus de 200 employés dans le réseau actuellement qui ont un résultat de COVID-19 positif et plus de 150 qui sont en attente de résultats. Donc, c'est quand même actuellement 350 personnes là, qui ne sont pas dans notre réseau. Alors, on veut vraiment maintenir ça le plus bas possible et au contraire, là, aller vers une courbe descendante au niveau des employés du réseau qui pourraient être atteints de la COVID-19. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de retrouver mes collègues, le docteur Drouin ainsi que Madame Bélanger, pour vous faire un peu un état de la situation. Ben, écoutez, je pense que quand on écoute le docteur Drouin et Madame Bélanger, clairement, on entend on retient un peu notre souffle. On veut que ça se passe bien. On veut pouvoir amener les Montréalais, les Montréalaises à fêter Noël, mais c'est fragile en ce moment. C'est fragile. Et on sait que les gens sont fatigués. Hein, la noirceur s'est installée. C'est dur pour le moral. C'est un peu une période aussi où aller jouer dehors, c'est peut-être un peu moins intéressant. Il n'y a pas vraiment de neige, puis c'est plutôt, c'est un peu maussade. Mais il faut qu'on garde espoir. C'est ce que j'ai envie d'envoyer comme message aujourd'hui. Oui, la situation, elle est fragile au niveau des hospitalisations, bien sûr, avec tout le renouvellement de la main-d'œuvre, hein, parce qu'on sait à quel point le personnel du milieu de la santé travaille extrêmement fort. Même chose pour les écoles également. Mais il faut vraiment qu'on continue d'y mettre
toute notre énergie et tout notre cœur avec ce désir de pouvoir fêter Noël, ou en tout cas passer un temps des fêtes, une pause avec notre famille, bien sûr en suivant les règles de santé publique qui vont être bien sûr extrêmement importantes à respecter, comme l'a très bien expliqué le docteur Drouin. Le temps des fêtes, ben voilà, c'est une belle période, mais je pense qu'il faut pas non plus minimiser le fait que en temps normal, le temps des fêtes amène aussi son lot de détresse psychologique. C'est pas facile pour tout le monde. Alors ça, je pense qu'il faut le garder en tête, puis je nous invite à être encore plus vigilants par rapport à celles et ceux que là, en plus, on voit pas nécessairement, peut-être des collègues que maintenant on voit à travers l'écran. Peut-être qu'on saisit moins bien l'énergie, si je peux me permettre. Puis j'invite bien sûr les Montréalais, Montréalaises, si vous vous sentez pas bien, si l'angoisse prend trop de place ou si vous êtes anxieux, c'est important de consulter. Il y a des ressources pour vous, alors vous devez prendre soin de vous. J'ai une pensée particulière également pour les élèves des cégeps et des universités qui sont en visioconférence depuis le début de la pandémie. Et pour qui c'est pas facile. Et là, on entre dans la période d'examen. Alors moi, je vous dis, lâchez pas. Ça va être après ça, vous allez pouvoir vous reposer, mais on est fiers de vous. Moi, en tout cas, je les trouve bien très forts et très résilients, nos jeunes. Enfin, j'aimerais avoir une petite pensée, peut-être nous inviter à faire preuve de générosité comme on sait si bien le faire et si on peut se le permettre. Mais je pense entre autres aux différentes guignolées qui se mettent en place, les guignolées des médias. Il y a bien sûr des banques alimentaires qui seront heureux de pouvoir prendre des denrées si vous en avez. Donc voilà, je vous invite à pouvoir y participer si c'est possible pour vous. Maintenant, du côté de la ville, vous le savez, cet été, on avait mis beaucoup d'énergie pour déployer des infrastructures, des façons de pouvoir profiter des parcs. Hein, de là, les voies actives et sécuritaires qui permettaient de se déplacer, entre autres, en vélo des grands parcs, du fleuve jusqu'à la rivière. Je pense, entre autres, aux rues piétonnes aussi qui ont permis à beaucoup de gens de se délasser les jambes et de pouvoir bouger, découvrir certains quartiers. Mais cet hiver, bien que ça va prendre une forme très différente, demain, on va vous présenter la programmation hivernale. Ce qu'on veut faire, c'est rajouter, bonifier l'offre déjà existante, parce qu'il y a beaucoup de parcs à Montréal qui ont des sentiers de raquettes ou des sentiers de ski, où on peut marcher également. Alors, demain, on va définitivement vous partager ce que l'on met en place dans les différents arrondissements. Moi, je peux déjà vous dire que dans l'arrondissement de Ville-Marie, où je suis la mairesse, on a décidé, par exemple, d'ajouter une patinoire extérieure au square Cabot. Une façon d'encourager les gens à venir profiter, prendre un bol d'air dehors. Bien sûr, vous comprendrez qu'il y aura des mesures, des règles à respecter pour les patinoires extérieures, mais on veut que les gens bougent. Même chose pour les stations hivernales dont je vous avais parlé précédemment. Les stations hivernales, c'est des placettes qu'on aménage, qu'on va décorer, qu'on va animer tout près des artères commerciales locales ou même sur les artères commerciales locales lorsque l'espace est suffisant, bien sûr, pour venir animer, pour venir agrémenter votre magasinage, parce que vous le savez à quel point c'est important pour moi qu'on magasine local, qu'on encourage nos commerçants, nos belles artères commerciales locales qui sont en train d'ailleurs de se décorer au fur et à mesure. Alors demain, je vous donnerai tous les détails pour les stations hivernales et notre plan notre programmation hivernale pour sport-loisirs, disons. Peut-être un petit retour sur la journée d'hier. On vous a présenté le Solidaribus et hier commençait l'opération de mise à l'abri volontaire et solidaire. Comme son nom l'indique, c'est une opération qui souhaite accompagner les personnes qui sont déjà dans une situation très précaire, des personnes vulnérables, qui campent, qui ont décidé de s'installer à différents endroits dans la ville et de les accompagner vers un refuge pour l'hiver ou du moins le plus près possible de là où ils sont installés, de leur milieu. Hier, on était entre autres sur la rue Notre-Dame. Il y a 6 personnes qui ont décidé, qui ont accepté l'offre de la Ville. La Ville, bien sûr, dans ce dossier-là, ne travaille jamais seule. On travaille avec les organismes communautaires, terrain, qui connaissent la population, qui ont une grande expertise. Et ça a permis à 6 personnes
de quitter. On a entreposé leur matériel et ils seront logés au YMCA de Hochelaga Maisonneuve. Enfin, juste pour vous dire, cette opération-là va se dérouler, elle a commencé hier, mais elle se continue parce que depuis quelques semaines, c'est déjà à Z qu'on a avec les gens. Quand on dit accompagner, ben c'est ça. C'est d'arriver à comprendre ce qui serait bon pour les différentes personnes parce qu'ils ont des profils souvent bien différents. Et on espère, et vous le savez, c'est notre souhait comme administration, comme ville, que tout le monde ait accès à un toit cet hiver lorsque le temps sera encore beaucoup plus sera plus froid. Mais on va le faire étape par étape. Je pense que c'est la bonne façon de le voir. Alors, sur ce, je tiens à remercier les employés de la Ville, les organismes communautaires qui nous aident dans cette opération-là, qui nous aident aussi et bien sûr le CIUS avec qui on travaille pour les refuges, que ce soit l'hôtel Place du Puy, il y a Hochelaga Maisonneuve aussi, c'est la même chose, le Royal Victoria. Donc, les ressources, elles sont là. Elles sont là. Il y en a pour tous les type de problématiques. Ça peut être les personnes qui ont, par exemple, qui ont un animal, qui veulent le garder avec eux. Bien sûr, il y a des étages séparés pour les femmes. Il y a également une sensibilité, puis tout à fait pour les personnes trans. Alors, tout ça est dans notre... on y pense. Et en plus, on est content parce que un projet sur lequel on travaille depuis longtemps, n'est-ce pas, Madame Bélanger, sur le centre de consommation supervisée, le pilote va commencer dès janvier. Et ça aussi, je pense que ça va nous permettre d'aller plus loin dans cet accompagnement vers des personnes qui ont un statut, je dirais, très précaire. Alors, sur ce, merci. Madame la mairesse, Madame Bélanger. So Montreal is still on a long plateau that seems to be difficult to go down, and it's a plateau that is in the red zone, so we have to be really vigilant. We have more than 270 cases each day on an average, and it is really mainly community transmission. Good news is our reproductive rate is under 1, so we know that the population has less contact. And we see with the modelization, even though our healthcare system is under tension, we are not seeing that we are going to exceed the capacity of the healthcare system in Montreal. But of course, we know that other regions have some difficulties right now. We're currently managing more than 254 active outbreaks. It is a reduction in the number, and the positive thing is that most of them are small outbreaks. We have more than 109 in the workplace setting, but only 2 of more than 10 cases. We have 74 in schools, 21 in daycare centers, and 40 in the healthcare system, where we are working really intensively with control and prevention, infection control and prevention teams, because we know that those healthcare outbreaks in healthcare systems, those are the place where we have vulnerable population. So we're talking about how we are going to celebrate the holidays, and I think it's going to be different than what we are used to. The government has given us some guidelines, and I think it is important to respect them at the 3 times, before the 4 days, during the 4 days, and afterwards. And I just want to give a little bit of a specification on those guidelines, and some other specifications are going to come from the government. So during the 4 days, what we're asking is that people celebrate no more than two celebrations with a maximum of 10 persons. So, like I said, less is more. And of course, during those holidays or those celebrations, continue to respect the distanciation. You can even wear masks in some occasion, and find ways to protect elders if you're visiting your family or your mother or father. And of course, if there is some healthcare professional in your families that are celebrating, I think we have to have a specific attention to protect them also. Of course, if you have any symptoms or if you have been in contact with a case, it is not time to attend any celebration.
the period before those 4 days are also important, and what we're going to do collectively, the efforts that we're doing collectively before those 4 days are going to be telling us what we're going to see in January. So we think, and we're putting in place, like we're closing schools, we're promoting remote working, and of course to reduce your contacts to your family a week before will prevent the introduction of the virus in those celebrations. And afterwards, it's the same. Of course, schools will be closed for a week. We're asking those who can to work at home and to restrict your activities to your own family. I just want to add a few words on scarves and gloves, because we're beginning the winter season with the snow today. I just want to reinforce the fact that having a scarf is not the same as wearing a mask. So, for example, when you're going in a store or in the public transportation, it is important to wear a mask. It's the same thing with the winter gloves. It is not because you're wearing those gloves when you're taking them off when you're going at home or in your workplace. You have to wash your hands. And, of course, it is not recommended to eat in the public transportation. A few words on test. We have positive news. Our positivity rate is going down, and it is below the 5% for the region of Montreal, and mainly all neighborhoods are going down. We have still some neighborhoods with higher rates, Parc Extension, La Salle, Snowden, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard. And what I want to emphasize on is that we're seeing that people, the delay before the beginning of their symptoms and the time they go to get the test is about 2 days and a half, and it is long because those 2 days are days where people have some small symptoms, but they go to work, they go to school. So if you have headache or any symptoms that looks like COVID, a runny nose or a sore throat, do not hesitate to go and get tested. And mainly when you're a young adult or a teenager, sometimes the symptoms are not so high in intensity, so it is important to go. And of course, my last recommendation is getting a test before the holiday celebration is not recommended if you're not symptomatic or if you haven't been in contact. It is a false sense of security, and of course we have to keep our capacity for cutting the community transmission and our outbreaks, so we're really asking the population not to go get tested if they are asymptomatic, just to have a result. So I think we have to be solidaire, to be united in the next weeks before the celebration, and to make sure that we can lower as maximum as possible the numbers of cases, and to always keep in mind the importance to protect our elders, and while you're preparing your celebration, also the healthcare workers. Thank you. Madame Bélanger. Hello, everyone. Dr. Drouin, Mayor Plante. First, I would like this afternoon give you a picture of the current situation in Montreal. At this time, there are 207 patients in hospital, including 29 in intensive care unit. I think you could see the picture, and you could observe that hospitalizations have been constantly rising since September. So the situation is difficult now in a lot of hospitals in Montreal. With the holiday season and winter coming, we must be extra careful to make sure the numbers don't continue to grow. In senior residents, including CHSLD, the situation is stable. There are 25 settings with outbreaks,
but none are very big. That's good. That's a good news. I would like to say a few words about the employees in the health network. This year, with COVID-19, our facilities have to deal with additional challenge. That's why I'm insisting to prevent our system from becoming overloaded and make it possible for staff to take a well-deserved break during the holidays. We must respect public health guidelines. I want to say a few words about the seasonal flu vaccine. A few weeks ago, Montreal facilities said they would add extra appointments times. This has been done. Currently, 18,000 spaces are available. I invite people whose health is more fragile to book an appointment now to get vaccinated against the flu. Okay, I will try without my text. We have now 200 employees out of the hospital because they are sick and have a diagnostic of COVID positive. So the situation is important to take the focus on the health of the employees in the system, in the health system. Thank you. Much. I guess what I want to emphasize, of course, everything that's been said by my colleagues. I mean, the situation, it is stable right now in Montreal, but we're a long way from the holiday season. So we definitely need to, I want to encourage everyone to keep their guards up and to continue to apply the different recommendations so we can actually have, enjoy the holiday season with our loved ones following the rules established by the public health. At the same time, I do want to recognize that this is not an easy time. It's dark outside. There's a bit of snow, but maybe not enough to go and enjoy fully the winter. I guess it's going to come at one point, probably sooner than we think. But I definitely want to say that if some people are dealing with anxiety, they're not feeling good, it is very important to ask for help. I have, my thoughts are also with our students at university and Cégep and college who have started a session. They're about to end their first session in a very weird times where they're spending all of their time at home instead of being with their friends and colleagues at school. So I know it's a stressful period because it's the exams, but again, we're behind you, definitely. Also, I want to have a special thought for people that are, for those who are dealing also with anxiety around the holiday because of maybe difficulties to feed themselves or, to get all the money necessary to feel safe. And that's a reality, not even in COVID. And now there's more emphasis on that. So I invite all Montrealers in their capacity, if they want to support financially, food banks, and actually right now it's starting, La Grande Guignolée is, with different medias is starting, and there's going to be different initiatives. In order to support Montrealers, the City of Montreal we have worked really hard during the first phase, the first wave during the summer to, I would say, give more space and make sure that Montrealers can move around in a very safe way. We will do the same for winter, though it will be very different. And tomorrow we will share our winter programming. So how do we make sure that we can go outside, have a walk, maybe ski around or do a bit of a raquette? I don't know what's raquette in English. What is it? Snowshoes. Huh. So tomorrow we'll share that, and also the winter stations that we have announced a few weeks ago on local business streets to encourage
citizens, Montrealers, to go outside and to shop in their local shops because they need us. This is very important. There will be a crucial time for them. Finally, a few words on the operation we did yesterday about supportive measures, how we can support the people in homeless situations throughout the city that have decided to live in tents. But because of the winter, it was important for us to have conversation, to bring, to keep this sense of dignity with people that are in a very vulnerable and precarious situation. So yesterday, 6 people from Notre Dame have decided to come with us meaning the city. I do want to thank all the city workers that were there, the different local organizations working with the homeless people that are so resourceful, and of course they know so much and they know them. So 6 of them have decided to give us their personal belongings. They're now in a safe place, and they will now be in le YMCA de Hochelaga Maisonneuve. So I said a few words about that yesterday. The intention behind this is to create as many options as possible based on the needs of different people that lives in the street. There's so many different profiles, different realities, but we are definitely working in making those options available and possible, so no one feels like they have to stay outside this winter when it gets really cold. But of course, it is a step by step, and we will move I would say slowly, but I guess the word is more like respectfully into this issue. Thank you very much. Merci beaucoup. On va débuter la période de questions. Peut-être avant de commencer, mentionner aux gens que le test sur les téléphones cellulaires a eu lieu. Si vous voulez réactiver vos téléphones, mais peut-être les garder en mode silencieux, ce serait parfait. Je donnerai la première question à M. Jacques Bissonnette de Radio-Canada. Merci de vous en tenir à une question et une relance par journaliste. D'accord, merci. Bon. 2 questions, Mme Plante. Vous avez décidé de venir en aide. En fait, la Ville a décidé de venir en aide aux restaurateurs, aux commerçants, prendre la place du gouvernement du Québec. Ça va se faire comment? Concrètement? En fait, c'est pas tant prendre la place du gouvernement parce que c'est une responsabilité gouvernementale et ils ont la capacité financière, chose qu'on n'a pas. C'est que il y avait les fonds. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Les fonds destinés au commerce et aux restaurants du centre-ville étaient épuisés. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup et ils ont été très, très durement touchés depuis le début. Alors, la Ville a décidé de devancer, de mettre sur la table un 10 millions que le gouvernement du Québec nous remboursera plus tard en janvier. Mais on voulait le donner tout de suite parce que ce que les gens ont besoin, là, c'est des liquidités maintenant. Ah, ben je vous entends bien, hein? Vous parliez de stations hivernales, oui, d'animation de place. J'ai en tête c'est un commerçant qui veut ouvrir une terrasse d'hiver avant Noël sur le plateau Mont-Royal. Bon, ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de donner un peu, d'alléger un peu les normes pour les commerçants, pour les aider, surtout les restaurateurs? C'est une question hypothétique. Si un commerçant ou on vous en a parlé? Ah, d'accord. Ouais. Vous savez, les terrasses l'hiver, c'est vraiment pas chose simple. Hein. Puis c'est pas parce que on n'aime pas ça, parce qu'on l'a vu pendant la première vague, on les a rendues plus grandes et presque gratuites. C'est vraiment des enjeux au niveau du déneigement, je vous dirais. Ce n'est pas simple. Alors pour l'instant, quand on parle d'animer des places, c'est vraiment plus des endroits. Je pense à la place Valois, par exemple, dans Merci Hochelaga Maisonneuve, où on pourrait penser à la place Fleur de Maccabée. Sur le plateau Mont-Royal. Donc, des places existantes ou à proximité où il y aura bien sûr de l'animation spontanée, hein, parce qu'on ne veut pas faire de rassemblement, ne l'oublions pas, mais d'essayer d'animer nos rues commerciales locales. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Puisqu'on parle des choses de la Ville, Madame Plante, il y a beaucoup de gens qui voulaient profiter des sentiers du jardin botanique cet hiver, autant pour marcher que pour faire du ski de fond. Jusqu'à maintenant, la chose plate, c'est que le jardin botanique, officiellement, il s'appelle musée, puis qu'il n'est pas sur la bonne liste. Puis bon, c'est comme si on n'était pas sur le bon code postal pour recevoir des soins de santé. Est-ce que vous serez capable, peut-être avec Dr Drouin, je ne sais pas, d'ouvrir ces fameux sentiers-là aux résidents, entre autres de Rosemont?
Bien, la demande a déjà été faite. Pour nous, c'est ce qu'on souhaite. Après ça, vous le savez, on doit également suivre un processus. Mais pour moi, il est évident que le jardin botanique, il va falloir mettre des règles, là, ça c'est sûr, là, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de jamais créer de foule. Ça c'est sûr. Mais pour moi, je souhaite que le jardin botanique, on puisse peut-être le sortir de la catégorie musée, justement, pour qu'il redevienne un parc, le temps de la COVID, en tout cas. Je sais pas si Mylène... Oui, puis on s'est déjà prononcé sur la question. Donc, pour nous, c'est sûr que les activités, surtout dans un contexte où il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en vacances, ils vont avoir du temps. On ne souhaite pas que nos jeunes restent devant leurs écrans pendant 2 semaines. Donc, l'idée, c'est de créer des événements extérieurs à moindre risque. Et ça a fait partie là, des demandes là, qu'on a fait. Revenons aux chiffres, Dr. Drouin. Vous avez parlé du nombre d'éclosions. Je regardais dans mon vieux carnet. Le nombre est à peu près stable, 240, 200, 250, dans ce coin-là, à peu près tout le temps. Pourtant, le ministre disait ce midi que les éclosions sont moins importantes et que c'est un bon indice. Est-ce que c'est à cause de la taille des éclosions? Voulez-vous juste nous expliquer un peu plus? C'est sûr que le nombre peut paraître énorme, là, 254, mais quand je vous donnais l'exemple en milieu de travail, on a en milieu de travail 109 éclosions, mais il y en a juste 2 de plus de 10 cas, dont une beaucoup plus importante, puis une autre autour de 12 cas. Mais le reste, ce sont souvent des éclosions de 2, 3, 4 cas, avec, lorsque les équipes mettent en place les mesures très rapidement, il n'y a pas beaucoup de transmission secondaire, tertiaire, à même le milieu. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est très encourageant. Puis c'est la même chose au niveau des écoles. On arrive quand même avec, je pense, c'est près de 80% qui sont en bas de 5 cas. Et la transmission qu'on a, c'est vraiment limité à la bulle classe. Donc, dès qu'on applique bien les mesures, on arrive quand même assez à contrôler. Et il y a quelques exceptions où là, évidemment, pour différentes raisons, ça s'est promené d'un niveau à l'autre ou d'une classe à l'autre. Et là, évidemment, il y a des mesures plus importantes à prendre. Bonjour, c'est Carrie Goudreau du Journal Métro. Madame Bélanger, concernant la hausse des hospitalisations, peut-être nous détailler, parce que je me dis pour le lecteur qui se dit comment ça se fait que ça continue d'augmenter alors que justement on a réduit nos contacts, nous détailler les causes là, qui pourraient expliquer cette augmentation constante des hospitalisations. En fait, c'est difficile d'expliquer les causes parce qu'effectivement, il y a moins de cas dans la population. Par contre, les personnes qui sont atteintes, ils sont quand même très malades. C'est ou bien on n'a pas beaucoup de symptômes puis on peut rester à la maison, ou on a des symptômes qui nécessitent qu'on soit hospitalisé. Alors, c'est ce que je peux dire à ce stade-ci. C'est clair aussi qu'à cette période de l'année, habituellement, on a, est-ce qu'il y a d'autres maladies concomitantes? Est-ce que les personnes qui sont hospitalisées, qui ont la COVID actuellement, sont des gens qui ont plus de maladies chroniques ou plus d'autres problématiques de santé? Je ne le sais pas, là, je voudrais pas m'avancer aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que dans les hôpitaux, habituellement, à partir de la mi-novembre jusqu'au mois de mars, on voit une augmentation des achalandages en temps normal, hors COVID, dans les hôpitaux. Alors, ce phénomène, il est présent aussi. Et les 207 personnes là, qui sont hospitalisées actuellement en lien avec la COVID, je vous dirais probablement, s'ils sont hospitalisés, c'est qu'ils ont d'autres problèmes de santé concomitants, comme par exemple, on le sait, l'obésité, la présence de maladies chroniques, de différentes problématiques de santé peut faire en sorte que ces gens vont avoir plus de complications, ils vont devoir être hospitalisés. Et vous disiez, en suivi là-dessus, bon, faut que nos travailleurs de la santé prennent des vacances aussi. Est-ce que donc on craint une pénurie? Bien, écoutez, la situation est très critique actuellement au niveau des travailleurs de la santé. On est en pénurie de ressources, c'est bien clair. On l'était avant la COVID, on l'est encore, spécialement dans des titres d'emploi comme infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, des éducateurs spécialisés. Je voudrais, c'est les 4 groupes là où on est davantage en pénurie.
Nos travailleurs de la santé sont fatigués aussi. Hein, ils ont tenu à bout de bras, je dirais, le système de santé dans la première vague et ils l'ont très bien fait. Ils ont une capacité de résilience extraordinaire. Mais il reste que, bon, la période des fêtes arrive. On va aussi devoir leur accorder des congés, ce qui est tout à fait normal. Alors, dans un contexte de pénurie où, durant ces 4 journées-là, on va devoir aussi diminuer les activités, bien sûr, là, dans les hôpitaux. Alors, et on va devoir aussi se priver d'un certain nombre de ressources qu'on va envoyer en congé à tour de rôle. Fait que c'est clair qu'on anticipe la période des fêtes. Actuellement, la plupart des établissements, on est en discussion avec les syndicats pour voir comment on va organiser cette période des fêtes, justement, pour s'assurer de continuer de donner des services. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, que c'est clair qu'on va probablement, à partir de la première semaine de décembre, y aller graduellement sur une baisse d'activité pour nous permettre là, on ne pourra pas là, travailler à fond le train jusqu'au 23 décembre puis dire, oups, le 24, on est en congé là, pour 4 jours. Fait on va ajuster les services au fur et à mesure en décembre. Puis le travail se fait actuellement avec les syndicats. Je pourrais y revenir éventuellement là, pour la façon dont on va fonctionner spécifiquement. Merci. Bonjour, Alexis Riopel du Devoir. Ma question est pour la docteure Drouin. Le Québec est en train de préparer l'éventuelle campagne de vaccination contre la COVID-19. Je me demandais c'était quoi la responsabilité de la santé publique de Montréal, puis où en sont les préparatifs? Bien, clairement, l'organisation et la coordination va se faire au niveau provincial. Donc, le rôle, la structure en tant que telle, reste à définir. Nous, à Montréal, avec le centre de commandement, on a déjà, un peu comme on a déjà une structure pour orchestrer l'organisation du dépistage, on a déjà mis une cellule qui est prête. Là, on attend évidemment les consignes qui vont nous permettre là, de bien organiser en lien avec toute la complexité de cette grande opération-là qui nécessite de toute manière une coordination assez serrée entre le fédéral, le provincial et les régions. Puis dans une région comme Montréal, on a tout avantage à déjà être prêt là, de par la grandeur de la population qu'on a à couvrir. Est-ce que vous avez réfléchi à des lieux où il pourrait y avoir la vaccination? On n'est pas rendu. On attend encore les consignes sur. Il y a encore beaucoup d'inconnus. C'est sûr qu'on a une belle expérience. Là, on n'est pas à notre première opération de masse, de vaccination de masse. L'influenza, le H1N1 nous a donné quand même de grandes leçons. Donc, et même le modèle de dépistage où on inclut des mesures prévention, contrôle des infections, à même la façon de délivrer un service à haut volume. Donc, on a plusieurs expériences pour lesquelles on va se servir pour être capable de construire les meilleurs modèles. Mais il faut attendre d'avoir les paramètres. C'est ce qu'on n'a pas actuellement, puis qui vont venir du fédéral et du provincial, le type de vaccin, le nombre, etc., les groupes prioritaires. Mais ça, c'est évidemment, c'est coordonné au niveau provincial. Okay. Merci. Merci. Bonjour, Carl Saint-Saëns, messager La Salle. Donc, écoutez, La Salle, justement, ça fait plusieurs semaines là, que les indicateurs sont vraiment parmi les plus hauts à Montréal. Donc, je me demandais en fait tout simplement qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Ils sont très hauts, ils ont été très hauts, mais je dirais que la tendance est à la baisse, là, donc c'est la bonne nouvelle. Là, donc, tant au niveau des taux de positivité que le taux d'incidence, il y a quand même, on voit là, ça demeure dans les quartiers avec les plus hauts taux d'incidence, mais la pente va dans la bonne direction. On a eu une grosse éclosion dans un milieu de travail, entre autres, là, qui nous a amené avec plus de 75 cas. Donc, c'est une des plus grosses qu'on a eues, qui nous a amené à fermer le milieu, à faire 2 dépistages à 2 moments précis pour aller capter là, les cas et évidemment toute une intervention communautaire là, pour aller chercher les familles, les écoles qui étaient concernées et amener les gens à se dépister. Mais je pense que globalement, les actions qui sont en cours nous amènent à penser qu'on devrait être dans la bonne direction là, dans les prochaines semaines.
Ben justement, pouvez-vous les détailler juste un petit peu plus? Les actions, c'est toujours les mêmes. Hein? C'est d'arriver à comprendre, puis donc de voir est-ce que sur le territoire il y a évidemment des groupes plus touchés, des écoles, des milieux de travail ou des résidences pour personnes âgées qui expliquent. Là ici, on avait quelques écoles, mais c'était pas des éclosions majeures, mais on avait évidemment une entreprise. Donc c'est beaucoup d'aller vers ces feux-là et d'éteindre rapidement puis de mettre les mesures en place. Et l'autre mesure, c'est d'amener vraiment à rehausser le niveau de dépistage globalement. Et ça, bien évidemment, dans des quartiers où on a des communautés culturelles, c'est de faire du outreach, donc du porte-à-porte ou avec le milieu communautaire d'amener à le message, dans le fond, à la population que c'est gratuit ou d'amener les services plus près de la population. Des fois, on amène les messages dans d'autres langues pour que la population n'ait pas peur. Donc, c'est sûr que les travailleurs qui étaient concernés, il y a eu des messages envoyés aux familles. Donc, c'est un peu la façon dont on fonctionne pour arriver tranquillement à éteindre les gros feux et au niveau populationnel, d'amener les cas qui se promèneraient, qu'on n'est pas capable de capter par des milieux, à les amener à se faire dépister. Puis évidemment, quand on enquête actuellement, on n'a pas d'enjeu, même si on est près de entre 270 à 300 cas, il n'y a pas d'enjeu de capacité actuellement dans la vitesse à laquelle on fait les enquêtes. Donc, on réussit à appeler tout le monde dans la même journée dès que ça nous est déclaré. Donc, on a quand même il y a une rapidité d'exécution là, qui fait en sorte qu'on est capable de capter rapidement là, les cas. Merci. Bonjour, Béatrice Roy-Brunet du journal 24 heures. Avec les rassemblements du temps des fêtes, comment vous anticipez la suite pour le nombre de cas à Montréal, après Noël? Actuellement, on n'a pas de modélisation spécifique. C'est sûr que nous, avec nos équipes, on va regarder évidemment les modélisations là, de l'Institut, puis de voir aussi comment notre taux de reproduction, dont je vous parle à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, évolue. Donc nous, la préparation, c'est tout faire pour le réduire, pour partir au début du temps des fêtes avec le nombre le plus faible. Et c'est sûr que si on estime un taux on va arriver à estimer, on va voir un peu où est notre taux de reproduction juste avant. On va être capable de voir si pendant le temps des fêtes, avec ces 4 jours-là, admettons qu'on va faire une modélisation, on le double. Par exemple, on double et là, on va être capable de se dire, on risque d'augmenter à 50% de nos cas. Mais dans les modélisations, il y a plusieurs paramètres. Il y a évidemment la fête, le nombre de contacts. Mais là, on ferme les écoles. C'est un paramètre qui est quand même qui devrait nous aider à abaisser. Si les gens vont faire du télétravail, là actuellement on estimait que c'était autour de 25% de la population, mais si pendant le temps des fêtes on est capable d'augmenter ce pourcentage-là, ce sont différents paramètres qui peuvent nous amener à réduire notre taux de reproduction malgré les 4 jours qu'on va se permettre. Mais nous, c'est sûr que pour janvier, on se prépare comme équipe à se dire, si ça double, on est prêt. Bon. Merci. Il nous reste quelques questions par courriel en français. Par la suite, on passe aux questions en anglais. Question pour Mme Bélanger de Benoît Chapdelaine à Radio-Canada. Mme Bélanger, avec 207 lits occupés pour la COVID, combien y a-t-il encore de lits disponibles à Montréal? On parlait de 1000 tout récemment, il me semble. Combien étaient occupés au plus haut de la première vague au printemps? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre là, par rapport à la première vague. Je ne l'ai pas là, en mémoire, mais ce qu'on a comme disponibilité de lits, c'est 1000 lits. Donc, 1000 lits d'hospitalisation, dont 150 en soins intensifs. Alors, c'est sûr que là, actuellement, on a encore de la capacité, mais il ne faut pas oublier que ce 1000 lits-là, au fur et à mesure où il va être occupé, ça veut dire qu'on va délester d'autres types d'hospitalisation, d'autres types d'activités. Ce n'est pas un 1000 lits théorique supplémentaire. C'est 1000 lits qu'on rend disponibles à travers le parc de lits hospitalier de Montréal. De mémoire, je pense qu'on a été jusqu'à 5 à 600 patients hospitalisés, là, mais je dois vérifier. Là. On vérifiera après la conférence de presse. Oui. Question pour Dr Drouin de Julie Aymon de Radio-Canada. Dr Drouin, avec la neige, les masques deviennent rapidement humides et donc inefficaces. Même principe avec le froid, étant donné la condensation qui se forme lorsqu'on expire notre air chaud.
Le couvre-visage devient donc vite très mouillé. Qu'en sera-t-il des recommandations face au port du masque pour les gens qui travaillent à l'extérieur cet hiver? Elle fait référence, par exemple, aux brigadiers, brigadières en particulier, qui sont en contact avec un très grand nombre de personnes chaque jour et qui sont des gens âgés, là, dont la moyenne d'âge se situe entre 65 et 70 ans. Bien, c'est sûr il y a eu des études là-dessus sur le sport d'hiver et les masques, là. Mais clairement, je dirais qu'à l'extérieur, on est moins à risque. La distanciation demeure la mesure à promouvoir. Si le masque est humide, évidemment, c'est peut-être de prévoir plusieurs couvre-visages ou plusieurs masques, là, chez le masque de procédure que vous pouvez changer à plusieurs reprises durant la journée. Donc, pour éviter cela. Mais n'en demeure pas moins que si vous êtes dans un contexte, encore plus si vous êtes à l'intérieur, vous avez à rentrer, sortir, de continuer de le porter. Parfait. Question d'Ariane Lacourcière, toujours pour Dr Drouin. On voit circuler beaucoup de photos de centres d'achat bondés. Pendant ce temps, le sport organisé, notamment pour les enfants, reste interdit. Au niveau de la santé publique, qu'est-ce qui justifie qu'on autorise le magasinage dans les magasins bondés et qu'on interdise le sport organisé pour enfants, même quand c'est pratiqué à l'extérieur? Pour le sport, évidemment, vous le savez, le sport de contact, le sport chez les enfants qui est en milieu scolaire à l'intérieur de la bulle est encore permis. C'est sûr que le sport de contact, on l'a vu à travers nos éclosions, comporte quand même des risques. Je pense qu'il faudrait adresser la question peut-être au ministère. Puis pour le volet là, des centres commerciaux, c'est sûr que normalement, même s'il y a la question de la densité, mais si les consignes sont bien respectées en termes de corridors et tout ça, les gens sont quand même en déplacement avec un couvre-visage et ils sont pas dans des contacts rapprochés là, en tant que tel. On devrait, et on n'a pas réellement là, d'éclosions jusqu'à date là, qui sont reliées à ce milieu. Il reste une question en français pour Mme Plante. Mme Plante, vous avez parlé du campement Notre-Dame. Combien y a-t-il encore de campeurs sur place selon vos services? C'est pas, je peux vous donner un chiffre approximatif là, dans la mesure où, comment dire, il y a eu beaucoup de mouvements là dans les derniers temps, puis on voit qu'il y a des tentes qui sont vides, et d'autres qui des fois qui se remplissent le soir. Après ça, il y a voilà, donc il y a du mouvement. On évalue qu'en ce moment, il y a à peu près, si on enlève le chiffre d'hier, il y a à peu près encore une quarantaine, là, je dirais 40-45 personnes qui sont toujours sur place. Cet été, là, au plus fort, là, on était rendu à près un petit peu plus de 100. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'approche là, d'étape par étape est importante. Puis le froid aussi, hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi, là, il y a des personnes pour qui l'idée d'être à l'extérieur pouvait sembler intéressante, mais là, quand le froid est là, l'humidité, là, c'est autre chose. Je crois que Mme Bélanger voulait ajouter quelque chose avant les questions. Oui, en fait, pour répondre précisément à la question là, qui a été posée précédemment, au plus fort de la première vague, c'est 837 personnes qui étaient hospitalisées au même moment à Montréal. En moyenne, entre 550 et 600, mais si on veut regarder le pic, là, le plus haut, c'est vraiment 837 personnes. Merci beaucoup. On passe au période en anglais. Elizabeth Zogalis de CG. Bonjour. Not to be negative, but if the numbers get worse with Christmas a month away, will public health or Madame Mairesse be making a recommendation to the province for the 4 days of holidays if things do get worse here? I think as Monsieur Legault told the population, it is conditional to having less cases in December and seeing a reduction in the number of cases. If we were seeing our plateau going up, of course, it is my mandate to do this kind of recommendation. And if I think it was not secure for the population of Montreal, for sure, I would do the recommendation. At this time, I think, I don't know if I'm optimist, but I think we can expect, if we work together, to be able to do secure celebration. And then I guess for New Year's, considering it's not part of the 4 days, will there be extra SPVM on the roads to police people?
Well, we are working on the holiday plan just to find out like how are we going to manage everything. But for sure, there will be police officers to make sure that people respect the rules. It is important. So. Good afternoon, Gloria Enriquez with Global News. Montreal Public Health visited Maimonides Seniors Home on Friday, November the 20th, in the middle of the recent spike in COVID cases there. What were your findings, and what did you tell them to do that they weren't doing? We did a visit of the sites with our team and with the prevention and control team of the CIUS. First, I would say that most of the management of the outbreak was satisfying. We did the visit of all the des étages, voyons, the floors, red zone, yellow and green zones. We look at the practice, the places, the protective equipment, the places where people put on and put off those equipment. So we did, and I think generally the report says that the practice are in place. There is a good management and a good knowledge of the transmission and the cases. We did some specific recommendations, but that are, I would say, marginal or complementary to what was in place. But we do not have any major aspect that needs to be changed. I think we're on the good way to control the transmission in this CHSLD. Right. And there was an unofficial study that showed that 75% of Montreal classrooms have ventilation problems that could enable the transmission of COVID-19. What are your thoughts on this? Of course, ventilation is one aspect, one measure of many others in the control of transmission in schools and workplaces or other places. We know that the buildings may be hold in school, so it wasn't a surprise, and the government is working on this aspect specifically. So I would say that as I was saying, the number of outbreaks are high, but when we look at the measures that we're putting in place and the high proportion of outbreaks that are limited to the class, and sometimes it's 2 or 3 persons affected in most of our outbreaks, we think that the measures in place are currently sufficient to control the transmission in schools. So we're not preoccupied. But we have to work on it. If we could add it, it would be, of course, best, but I think we have good measures in place right now. Thank you. Good afternoon. Michelle Lalonde of the Montreal Gazette. My question is for Dr. Drouin. As Mayor Plante said, mental health is still a very big issue, especially at this time of year, especially during the shutdowns. You had spoken earlier about reconsidering whether things like museums or libraries could perhaps be reopened. And I'm thinking especially, as Mayor Plante said, about the Cégep and university students who are stuck in their homes with their parents or stuck in their residence rooms or these small apartments and have nowhere to go safely. So I'm just wondering if you, because of some of the indications, the reproductive rate being below 1, the outbreaks being smaller, have you reconsidered the idea of, say, opening libraries at universities with guidelines, or the Grande Bibliothèque, other areas that could be places these people could go? But when we did our first recommendation, it was knowing we were expecting to be on the red zone plateau for a long time, so we were looking at the balance between the risk. So, and I think right now, what we're working on is having some holiday celebration and minimizing the risk for January. And I think if we do manage well, maybe we could expect afterwards
efforts to reopen gradually with specific measures some activities that are less at risk for the population. So our recommendations, and those recommendations are going to be taken by, not the recommendation, but the decisions are taken by the government. So we're still quite in the same, with our same position at this time. And for Dr. Belanger, you spoke a little bit about the challenge of giving healthcare workers holidays when you have 350 who are not in the hospital right now because of COVID. Can you just explain a little bit of how that'll be possible to give holidays to nurses and other healthcare workers? Je vais répondre en français, s'il vous plaît. Ça va être plus facile, je pense, de me comprendre. En fait, on est déjà en pénurie de ressources importantes et nos travailleurs de la santé sont fatigués. On va devoir leur donner congé du temps des fêtes, bien sûr. Et comment ça va être possible? C'est que durant la période des fêtes, on va quand même réduire les activités. Donc, c'est ce qui va nous permettre, on va réduire les activités, par exemple, au bloc opératoire, au niveau des cliniques externes avec les médecins spécialistes, au niveau des centres de prélèvement. Je ne suis pas en train de dire qu'on va fermer, mais on va réduire considérablement ces activités, ce qui va nous permettre de diminuer là, la demande sur le personnel et de pouvoir donner des congés. Naturellement, les travailleurs de la santé n'auront probablement pas 4 jours en ligne de congé. Là. On comprend que c'est un service 24/7. Donc, il y a des gens qui doivent être présents de jour, de soir, de nuit, en tout temps. Mais on va donner le maximum de congés. Nous sommes en discussion actuellement avec les syndicats pour pouvoir faire ça adéquatement, sans créer de rupture de service pour la population. Il nous reste une question en anglais de Jay Turnbull, toujours au sujet du Maimonides Geriatric Center à Côte-Saint-Luc. Évidemment, on va laisser l'établissement donner les détails de la réponse, mais globalement, Dr. Drouin, some nurses at Maimonides have told the CBC they have been told to float from hot zones to cold zones. Is this acceptable? And would simply changing PPE before moving from a hot zone to a cold zone be enough to stop the spread of the virus? Merci. Dans le rapport de visite, clairement, ce n'est pas des mesures là, qui ont été soulignées là, de passage là, d'une zone chaude à froide. Ce qu'on voit des fois, c'est de zones vertes vers des zones jaunes. Donc, et même à l'intérieur de ça, il y a des balises à suivre. Donc, on n'essaie jamais d'aller dans le sens inverse là, du rouge-jaune vers le vert. C'est toujours dans un seul sens. Donc, je pense que dans certains quarts de travail où c'est plus difficile d'avoir du personnel, il arrive que le personnel doive passer du vert au jaune et c'est un petit peu là-dessus, mais j'ai pas eu d'indication à cet effet-là. OK, c'est ce qui termine notre point de presse. J'en profite une dernière fois pour remercier la Ville de Montréal pour leur accueil aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois.